tous, donc aujourd'hui nous allons faire ensemble deux petits QCM qui sont tombés au concours de biochimie de 2020. Donc ça sera des QCM sur les acides aminés et les peptides. Donc tout d'abord, QCM 1, le résidu N-terminal est un acide. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'extrémité N-terminal et l'extrémité C-terminal. Donc dans un peptide, il faut savoir que l'extrémité N-terminal correspond à la fonction amine, et elle se situera toujours à gauche du peptide, tandis que l'extrémité C-terminal, elle se trouvera à droite et correspond à la fonction carboxylique. Donc voilà, nous avons deux extrémités. Maintenant, on demande si en N-terminal, on a un acide. Eh bien, en N-terminal, on a de l'aspartate qui correspond à l'acide aspartique. Donc, on a bien un acide. L'item A est bien vrai. Donc, item 2, la charge globale du peptide à pH égale 2 est 2 plus 2. Donc, la charge globale d'un peptide, elle dépend des fonctions amine et carboxylique et des extrémités N-terminales et C-terminales du peptide, mais également des extrémités ionisables des chaînes latérales. Donc ici, qu'est-ce qui est ionisable? Hop là. Donc on a de l'acide aspartique, de l'arginine qui est un acide aminé basique polaire chargé. L'acide aspartique est un acide aminé acide polaire chargé aussi, pardon. Hop. On a de la valine. Qu'est-ce que c'est? C'est un acide aliphatique apolaire, donc il n'est pas chargé. Tyrosine, c'est un acide aminé aromatique, polaire, non chargé. Isoleucine, c'est un acide aminé qui est aliphatique apolaire, donc il n'est pas chargé. L'histidine, c'est un acide aminé basique polaire chargé. Hop. La proline, c'est un acide aminé aliphatique cyclique à amine secondaire apolaire, donc il n'est pas chargé. Et la phénylalanine, c'est un acide aminé aromatique apolaire. Donc maintenant, à pH 2, on est dans un pH acide. Et donc à pH acide, ce sont les fonctions amines qui sont ionisables, qui vont se protoner. Donc elles vont capter un proton et devenir du NH3+. Hop. Donc on aura notre arginine, notre histidine et notre extrémité N-terminale. Donc au total, ça nous fera une charge de plus 3, puisque à pH acide, les acides aminés basiques polaires, donc chargés, vont avoir une charge globale de plus 1. Donc là, on aura du plus 1, plus 1, plus 1, ça nous donne du plus 3. Donc l'item B est faux. Item C, la charge globale du peptide à pH égale 10 est de moins 2. Donc à pH basique, ce sont les fonctions carboxyliques qui vont se ioniser et libérer un proton pour devenir du COO-. Donc ici, on aura quoi? On aura de l'acide aspartique qui va se ioniser, enfin ioniser sa fonction carboxylique. On aura également l'extrémité C-terminale, puisqu'on n'a pas d'autre acide polaire chargé. Donc on aura bien une charge globale de moins 2, puisque à pH acide, à pH basique, pardon, la charge globale des acides aminés acides donc, est de moins 1. Et là aussi, on aura moins 1. Donc ça nous donnera bien moins 2. Pour résumer, la charge, elle s'étudie en fonction des acides aminés polaires chargés. Donc à pH acide, la charge des acides aminés basiques, elle sera de plus 1. Et la charge de la fonction amine sera de plus 1 aussi. À pH basique, la charge des acides aminés acides sera de moins 1 et de la fonction carboxylique de moins 1. Thème D maintenant, le peptide comporte une absorption particulière dans les UV à 260 nanomètres. Et donc là, il faut savoir que les acides aminés absorbent tous dans les UV à des longueurs d'onde inférieures à 230 nanomètres. Sauf qu'il peut y avoir des pics exceptionnels pour certains acides aminés, dont les 3 acides aminés aromatiques que sont la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. La phénylalanine peut absorber dans les UV à 260 nanomètres, tandis que le tryptophane et la tyrosine peuvent absorber à 280 nanomètres. Donc ici, on aura bien un pic à 260 nanomètres pour la phénylalanine. Donc l'item D est bien vrai. E, le peptide comporte 3 résidus polaires. Alors, on va faire dans l'ordre. L'aspartate, il est polaire chargé, donc ça fait 1.
L'arginine, il est polaire chargé, ça fait 2. La valine, apolaire. La tyrosine, il est polaire non chargé, ça fait 3. L'isoleucine, il est apolaire. Histidine, polaire chargé, ça fait 4. La proline, elle est apolaire. Et la phénylalanine, apolaire. Donc on a bien 4 résidus polaires. Donc l'item E est faux, puisqu'il nous disait que le peptide contenait 3 résidus polaires. Pour le QCM2, item A. Le peptide peut subir une hydroxylation post-traductionnelle sur 2 résidus. Eh bien, je rappelle que les peptides qui peuvent être hydroxylés post-traductionnellement sont la proline et la lysine. Donc ici, est-ce qu'on a de la proline et de la lysine? Tac, 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 tac. On a bien de la proline, mais je ne vois pas de lysine. Donc, on pourra subir une hydroxylation post-traductionnelle que sur un résidu, et pas 2 sur la proline. Donc l'item A est bien faux. Et le résidu C-terminal peut subir une carboxylation post-traductionnelle. Donc C-terminal, on a dit que c'était à droite avec la fonction carboxylique. Et le résidu C-terminal est de la phénylalanine. Or, le seul acide aminé qui peut être carboxylé post-traductionnellement est l'acide glutamique, ou le glutamate. Donc l'item B est bien faux. Item C, le peptide contient 2 résidus aromatiques. Donc ça veut dire 2 acides aminés aromatiques. Je rappelle qu'on a 3 acides aminés aromatiques dans nos acides aminés protéinogènes. Donc, on a de la phénylalanine, du tryptophane et de la tyrosine. Ici, on a bien une phénylalanine et une tyrosine. Ça nous fait 2 acides aminés aromatiques. Donc, l'item C est bien vrai. Et le peptide est un peptide régulier. Eh bien, un peptide régulier, c'est un peptide qui, une fois hydroxylé, ne donne que des résidus de série L. Donc ici, on a affaire à des acides aminés protéinogènes, donc les 20 qui composent les protéines de l'organisme. Après, il y a des acides aminés non protéinogènes, donc qui sont libres, il y en a 300 dans la nature. Donc là, on a affaire à 1, 2, 3, 8 acides aminés protéinogènes. Et donc, les acides aminés protéinogènes sont tous de série L. Donc, l'item est bien vrai. C'est un peptide régulier, puisque une fois hydroxylé, il ne va libérer que des acides aminés protéinogènes de série L. Donc, c'est bien un peptide régulier. E, pour finir, l'acide glutamique est un précurseur du neurotransmetteur GABA. Donc là, on n'a pas d'acide glutamique ici, mais le glutamate, donc acide glutamique, peut être transformé en GABA, qui est de l'acide gamma-butyrique, par une enzyme spéciale qui est la glutamate décarboxylase. Et donc le GABA, petite parenthèse, c'est un neurotransmetteur très important du système nerveux central. Le glutamate qui va subir l'action de la glutamate décarboxylase pour devenir du GABA. Donc voilà, on a terminé. Franchement, vous avez vu que c'est pas hyper dur ce qu'il demande au concours pour les acides aminés. Faut juste bien connaître son cours et comprendre 2-3 trucs. Comme là, je l'ai fait. Après, il y a aussi les électrophorèses qui peuvent tomber. Ça aussi, c'est pas non plus très compliqué. Ça va être juste de la lecture schématique. Après, faut associer avec le cours. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Faut juste bien apprendre son cours. Et voilà.